Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les équipes Product et Engineering à comprendre ce que font vraiment nos utilisateurs dans l'application. Aujourd'hui, je reporte directement au CPO, par exemple, pour qu'on ait vraiment une place importante dans l'organisation produit pour avoir un vrai mot à dire et une vraie relation directe avec les PM, les designers, les ingénieurs. La meilleure manière d'impliquer ces stakeholders, c'est de commencer par les convaincre de l'intérêt qu'ils ont à nous écouter et à nous mettre dans la boucle le plus tôt possible. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Alexandre, qui est Analytics Manager chez Dashlane. On va parler de son parcours, de ses plus gros chantiers et aussi de certains de ses projets. Hello Alexandre, ça va ? Salut Robin, très bien et toi ? Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Dashlane pour commencer, s'il te plaît ? Avec plaisir. Dashlane, c'est une boîte qui fournit un gestionnaire de mots de passe. Pour entrer un peu dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on propose une solution à nos utilisateurs, qui soient B2B ou B2C, pour faciliter leur vie sur Internet, tout en augmentant leur sécurité de manière générale. Donc concrètement, en plus d'un VPN et de solutions de monitoring de tes comptes, ce qu'on permet, c'est d'éviter que tu utilises toujours le même mot de passe et du coup, tu t'exposes à des risques de tes comptes si jamais l'un d'entre eux fuite, en te fournissant un coffre-fort de mots de passe qui te génère automatiquement des mots de passe très complexes qui sont pas liés au nom de ton chat ou quelque chose que quelqu'un pourrait deviner facilement. Et on les remplit automatiquement pour toi sur Internet. Comme ça, t'as plus à te soucier du tout de la manière dont tu t'identifies sur Internet. Donc pour faire simple, parce que c'est vrai que c'est marrant, parce que je t'ai posé la question lorsqu'on s'est appelé pour planifier cet enregistrement, parce que j'avais jamais vraiment compris concrètement ce que c'était. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas essayé, je vais le faire incessamment sous peu. Mais en gros, c'est un peu l'équivalent d'une extension ou d'un onglet qui est ouvert sur ton ordinateur. Pour se connecter à Dashlane, tu as quand même un mot de passe. Celui-là, c'est celui dont il faut vraiment que tu te souviennes. Et ensuite, c'est sur Dashlane que tu vas avoir en fait en automatique plein de mots de passe compliqués pour chacun des comptes du coup que tu auras référencés. Donc ton Netflix, tes abonnements, tes Amazon, tes machins. Et ensuite, c'est Dashlane qui automatiquement, lorsque toi, tu arrives sur la page d'accueil par exemple de Netflix, qui va, boum, rentrer le mot de passe compliqué. Et donc, c'est pour ça que tu n'as effectivement pas besoin de te souvenir de tous tes mots de passe compliqués. Et c'est beaucoup plus sécurisé, à condition de pas perdre le mot de passe Dashlane. Mais ça, ok. Exactement. Bon, c'est plus clair pour moi en tout cas. Donc toi, tu es Analytics Manager chez Dashlane. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce rôle et comment tu t'es retrouvé à ce poste ? Ouais, carrément. Du coup, moi, je suis arrivé chez Dashlane il y a un peu plus de 3 ans maintenant, avec l'objectif de monter l'équipe Product Analytics. Notre rôle est d'accompagner les équipes Product et Engineering à comprendre ce que font vraiment nos utilisateurs dans l'application. Dans le contexte de Dashlane, qui est vraiment orienté autour de la sécurité et de la vie privée, on a justement des contraintes un peu particulières côté data qui rendent notre boulot intéressant, parce que bien sûr, on n'a pas accès aux données personnelles de l'utilisateur, on peut aucunement voir quelconque information type mot de passe, etc. Mais on cherche quand même à s'assurer que ce qu'on construit sert et est utilisé comme il se doit. Et du coup, aujourd'hui, on a une petite équipe de 8 analystes qui travaillent main dans la main avec le département Product et Engineering, justement dans cette initiative d'essayer de s'assurer qu'on fait les choses dans le bon sens pour nos utilisateurs. Et avant ça, j'ai eu une formation plus généraliste en informatique, où j'ai très vite voulu me spécialiser dans la data à l'UTC, donc l'Université de Technologie de Compiègne, qui est une école d'ingénieurs un peu au nord de Paris. À la suite de mes études, j'ai vraiment très vite cherché à trouver des expériences autour de la donnée et de l'analyse en particulier, en passant par Amadeus, donc dans le domaine du travel, et ensuite une petite expérience chez Criteo, qui m'a été très bénéfique, un très bon bac à sable pour apprendre plein de choses avec beaucoup de volume de données, avec des collègues très intéressants. La fameuse mafia Criteo. C'est ça, celle-là. J'aime bien le côté bac à sable. Je sais pas s'ils apprécieraient, genre, c'est un bon bac à sable Criteo pour apprendre la data. Non, mais c'est vrai que, blague à part, ça a l'air d'être une super école. Enfin, il y a beaucoup de leaders data maintenant, dans plein de startups qui viennent de Criteo. Et on en parlait dans un épisode, ça me revient pas, mais effectivement, de l'impact que Criteo aura eu sur la maturité finalement des équipes data actuelles en France. Et puis sûrement, il y a d'autres boîtes qui ont dû avoir des impacts intéressants aussi, mais voilà, du coup, on remercie Criteo.
Du coup, quels sont tes plus gros chantiers en tant que analytics manager? Bah écoute, on en a plein comme partout, je pense. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui font écho à des épisodes que tu as déjà pu faire, notamment sur un peu la refonte du tracking et le travail qu'on a fait dans le contexte, je le répète, de vie privée, de maintien de la sécurité de nos utilisateurs. Comment on se permet quand même d'avoir un minimum de suivi de l'utilisation du produit, qui a été un beau chantier avec l'équipe Data Engineering. On a pas mal retravaillé sur les 6 derniers mois avec l'équipe sur la manière dont on pouvait avoir un peu plus d'impact dans notre quotidien. C'est un sujet qui tenait vraiment à cœur à tous, parce que c'est un peu la motivation principale de notre métier, c'est d'essayer de servir à quelque chose et de faire profiter nos compétences à l'entreprise de manière très concrète. Ce qui a mené un peu même à une réorganisation de l'équipe où on a essayé de s'intégrer beaucoup plus directement avec le département product. Donc aujourd'hui, je reporte directement au CPO, par exemple, pour qu'on ait vraiment une place importante dans l'organisation produit pour avoir un vrai mot à dire et une vraie relation directe avec les PM, les designers, les ingénieurs. C'est vachement intéressant le fait de voir la décentralisation de l'équipe et le fait maintenant de reporter directement au CPO. Et donc on le voit dans plein de boîtes, parfois c'est le CEO, bon, parfois si c'est pour l'équipe qui est plus sales and marketing, ça va être aussi un autre profil. Mais là, dans ton cas, le CPO, c'est ce qui vous a permis d'augmenter en impact, c'est d'être plus proche, mais aussi finalement d'être plus entendu par le CPO, plus intégré dans les meetings, dans les process. C'est ça, parce que souvent on parle aussi du rapprochement des équipes, même à un niveau plus opérationnel, du fait que du coup, tout simplement, elles comprennent mieux les enjeux. Comment tu vois un peu justement l'augmentation de l'impact, la source, tu la vois où C'est vraiment exactement ce que tu viens de citer. Le nerf de la guerre, c'est vraiment de comprendre les besoins de nos clients, on va dire, et autant que possible se détacher d'une trop forte relation de clientèle, justement en ayant un rôle quotidien dans l'évolution de l'équipe et dans les projets qui peuvent être couverts. Et ça vient en partie, en tout cas de notre côté, dans une meilleure collaboration, une meilleure intégration avec les équipes directement, ce qui nous permet de vraiment palper un peu les enjeux que peut avoir un PM, de comprendre précisément les besoins qui sont cachés derrière une demande. Parce que nous, on a vraiment dans l'équipe une volonté de pas être de simples, ce que j'appellerais des data poolers. Donc, on n'est pas juste là pour fournir un chiffre et de répondre à une question, mais on veut vraiment être impliqué dans tout le contexte général, dans la problématique globale, pour être certain déjà d'apporter les bonnes réponses et d'être capable de parfois reformuler les questions qu'on peut nous poser pour apporter les éléments qui vont vraiment servir à la fin. Ouais, je pense qu'effectivement, l'enjeu, il est un peu double. C'est d'un côté, avoir plus d'impact de manière extrêmement tangible. C'est qu'en fait, si tu es au courant du vrai problème du PM, tu vas être capable, parce que c'est toi finalement qui comprends bien les données, de proposer la bonne analyse pour, la sortie d'une feature, pour une analyse client, etc. Donc ça, c'est évident. Puis après, il y a aussi l'autre angle, je pense, celui dont tu parlais au début, qui est peut-être un peu presque un syndrome d'avoir l'impression de ne pas avoir assez d'impact et qui est dû en fait à la même cause. C'est que quand tu sais pas pourquoi tu fais cette analyse et que limite parfois tu sais même pas après en bout de chaîne comment elle a été utilisée, quel impact elle a eu. Et comme tu dis, tu es juste un data pooler, on t'a dit est-ce que tu peux me sortir tel chiffre pour éventuellement juste A/B test feature A et que toi tu l'envoies, tu as vraiment une sensation d'avoir un impact très minime et d'enchaîner tes tickets, tes requêtes SQL, éventuellement de déposer sur slide, mais c'est pas du tout intéressant. Ouais. En fait, c'est un peu des deux. C'est aussi pour garder tes équipes motivées et t'assurer qu'en fait, elles aient un sentiment d'impact fort. C'est ça. Et j'irai même plus loin en disant que c'est aussi valable pour nos principaux stakeholders qui ont aussi cette volonté d'avoir un peu plus de notre part que juste un chiffre. Et ils nous voient plus comme des collaborateurs qui vont vraiment impacter les décisions et avoir un rôle à jouer dans la stratégie de ce que fait l'équipe. En tout cas, on a observé que ça passait par cette meilleure intégration avec leur quotidien. Donc, ça a été extrêmement bénéfique, comme tu l'as dit, sur le point de motivation de l'équipe, mais même sur les rendus qu'on arrive à sortir, parce que en étant un peu plus intégré, on sait ce qu'il faut faire, on sait comment le faire, et c'est beaucoup plus fluide. Donc, ouais, très positif sur ce changement. Je t'ai coupé au moment où tu étais sur le point d'aborder, c'était une grosse aparté, d'aborder des projets sur lesquels vous avez travaillé récemment. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, le premier qui pour moi est pertinent parce que c'est un cas, en tout cas un exemple un peu unique de situation où une feature de notre produit tourne en production à partir des informations que nous, côté analytics, on est capable de fournir. Il faut que je fasse une petite parenthèse pour introduire un peu le contexte pour que ça fasse du sens à tout le monde. Mais toujours dans cet objectif de faciliter
la sécurité de nos utilisateurs, on a construit une feature qui s'appelle le Password Changer, qui permet automatiquement à n'importe qui de changer son mot de passe en un clic, sans devoir faire l'effort d'aller soi-même sur le site, de se connecter, de chercher la page modifier mon mot de passe, de réfléchir à un mot de passe, de le rentrer, de le sauvegarder. En fait, depuis l'application Dashlane, pour les sites qui sont compatibles, il suffit de cliquer sur changer mon mot de passe et en arrière-plan, sans que tu aies rien à faire, Dashlane va faire ce travail de naviguer dans ton compte, de le modifier, de le sauvegarder et de le mettre à jour dans Dashlane pour que la prochaine fois que tu reviens, tu aies un nouveau mot de passe. Donc ça, c'est si tu penses que ton mot de passe, par exemple, est compromis. Parce qu'en plus, c'est même pas toi qui choisis ton mot de passe. Voilà. C'est Dashlane qui va t'en générer un complexe, mais qui va enregistrer lui-même et qui sera ensuite automatiquement par la suite rentré à chaque fois que tu te connecteras sur Netflix ou autre. Les deux cas d'usage les plus principaux, c'est soit tu as un mot de passe faible, parce que tu es en train justement de commencer à utiliser Dashlane et tu veux facilement le modifier pour le rendre plus sécurisé. Du coup, tu peux se passer par là. Sinon, les pics d'utilisation de la feature, c'est souvent après l'annonce d'un breach d'un certain site. Donc, une fuite de données qui a exposé les mots de passe de ses utilisateurs. En tant qu'utilisateur Dashlane, c'est pas grave, tu cliques sur le bouton et hop, le mot de passe qui a fuité n'a plus de valeur parce qu'il est plus valable pour ton compte. C'est vrai que ça, c'est génial parce que c'est vrai là, récemment, j'ai pas suivi si on avait eu, mais sur les dernières années, c'est vrai que ça s'est accumulé. On entend tous les 4 matins une fuite, je sais pas, moi, de LinkedIn ou d'autres. Et puis, parfois avec des chiffres qui sont absolument incroyables, genre 500 millions de pertes de mots de passe ont fuité. Donc, tu dis, mais il y a vraiment une chance sur deux pour que j'en fasse partie. Mais à chaque fois, il y en a tellement que tu dis, en fait, moi, typiquement, je le fais pas. Alors, peut-être que les gens le font. J'espère que les gens le font. Mais moi, je pense pas aller, du coup, changer tous mes mots de passe sur les plateformes où j'ai entendu de près ou de loin qu'il y avait peut-être une fuite. Alors que pour le coup, avec Dashlane, tu peux le faire hyper vite. C'est vachement intéressant comme fonctionnalité. Ça part du constat, en effet, que c'est assez lourd et painful de le faire manuellement tout le temps ou de se tenir au courant. Donc, on peut l'automatiser. Et ça va vraiment dans cette vision d'essayer de renforcer la sécurité de nos utilisateurs, qu'ils soient dans un contexte business ou B2C. Et c'est une feature, du coup, qui aide à ça. Du coup, ça, c'est un peu le contexte. Et ce que je mentionnais au début, c'est que de manière assez unique, la version de production de cette feature dépend directement d'analyses automatisées qui sont faites par l'équipe côté Product Analytics, qui permettent de dynamiquement gérer les sites qui vont être proposés à nos utilisateurs, suivant la compatibilité de la feature avec certains domaines, mais aussi de leur performance. En fait, cette feature ne peut pas fonctionner par défaut sur tous les sites parce que chaque site est un peu construit différemment. Et donc, l'automatisation de la modification d'un mot de passe est un peu adaptée suivant chaque site sur lequel tu peux aller. Donc, on a des modèles de ML qui vont faire ce travail de parfois créer ce qu'on appelle des recettes pour modifier un mot de passe automatiquement. Mais on est quand même attentif à surveiller les performances de chacune de ces recettes pour être sûr de désactiver celles qui sont cassées pour diverses raisons, mais souvent parce que le site a été modifié. Du coup, la procédure de changement de mot de passe a évolué et on doit s'adapter. Mais aussi, voilà, en prenant en compte l'usage qu'on observe. Est-ce que beaucoup d'utilisateurs ont essayé de changer leur mot de passe Netflix et au final, très peu ont réussi. Dans ce cas-là, automatiquement, via notre analyse, on peut désactiver cette recette temporairement pour éviter de frustrer des utilisateurs qui se retrouveraient à essayer de changer leur mot de passe et que ça ne marche pas. Le temps que l'équipe soit informée de les recettes à prioriser, lesquelles doivent être implémentées pour qu'elles aient la plus grosse couverture parmi nos utilisateurs, qu'on puisse du coup fournir quelque chose qui fonctionne. Et en effet, on a un script Airflow qui va automatiser ça, qui pousse ça directement sur Slack, qui informe les équipes engineering et produits de la liste de priorisation qu'on a rankée par rapport à une combinaison, un calcul de priorité qui est basé sur le nombre d'utilisateurs qui ont tenté de changer un mot de passe sur un site donné et le taux de succès qu'ils ont eu. Et c'est comme ça, on livre un peu clé en main. Voilà la liste des sites à corriger. Voilà ceux qu'il faudrait qu'on active par rapport à ceux qui sont les plus populaires parmi nos utilisateurs. Et on essaie d'avoir quelque chose d'assez itératif et de manière quotidienne qui cherche à marcher pour le maximum de nos utilisateurs. Hyper intéressant. Tu avais énoncé 2 projets au début. Le deuxième qui est vraiment d'actualité parce que c'est quelque chose sur laquelle l'équipe a travaillé ces dernières semaines et qu'on vient tout juste de commencer à roll out un peu à nos stakeholders, c'est le calcul d'un score qu'on a appelé l'amour du client, qui en fait est un indicateur de l'attachement de nos utilisateurs au produit et qui est basé sur l'usage de ce produit. En fait, pour un peu donner le contexte pourquoi on en est arrivé là, en particulier dans le contexte B2B, c'est important pour nous de savoir si le produit est utilisé par nos clients, si il est bien utilisé, et si vraiment nos utilisateurs sont capables d'en tirer de la valeur, parce que ça a forcément un impact direct sur la probabilité qu'ils renew chez nous,
qu'ils fassent une expansion, qu'ils achètent plus de sièges et qu'ils rollout à plus d'utilisateurs, ou qu'au contraire qu'ils churn parce qu'ils n'en voient pas de valeur. Et initialement, un peu par simplicité, parce que c'est connu comme étant un standard dans l'industrie, on avait commencé à se baser sur des métriques telles le score NPS, donc le Net Promoter Score, qui sont en fait pas du tout satisfaisantes de notre point de vue parce que c'est très difficilement actionnable. C'est assez ce qu'on appelle un lagging indicator, donc quelque chose qui met du temps à être palpable et difficilement reliable directement à l'utilisation concrète du produit. Donc nous, on est parti du principe que si un utilisateur apprécie le produit, il va certainement commencer par s'en servir. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule un score à l'échelle d'un individu, mais aussi à l'échelle d'une entreprise, de l'engagement que peut avoir cette entreprise ou cet individu avec Dashlane. Et donc, on a fait toute une analyse de corrélation entre des actions spécifiques que peuvent faire nos utilisateurs avec l'application et leur relation avec la probabilité de churn, la probabilité d'expansion, de renewal, etc., qui nous permettent de scorer nos utilisateurs, nos équipes, pour comprendre lesquels sont les plus à même de réussir avec Dashlane, lesquels sont les plus en danger de churn, et ainsi de suite. Et c'est vraiment dans cette volonté à l'échelle de la boîte, mais même au quotidien, au côté support un peu plus client, de s'assurer qu'on est en capacité de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de pouvoir les accompagner au mieux grâce à ça. Et du coup, les cas d'usage qui en découlent, j'essaie de me projeter, donc effectivement, on va dire le résultat de ce projet, c'est d'avoir, comme tu dis, pour chaque entreprise, pour chaque client, et donc avec possibilité d'agréger ces données, de faire des analyses, un score. C'est ça. Donc à la fin, c'est un score, n'importe quoi, entre 0 et 1. 0 et 10. Entre 0 et 10, pour être précis. Oui, la même chose, oui. Et vous, ensuite, comment vous allez l'utiliser? C'est-à-dire que vous allez vous dire, OK, on sait que lorsqu'ils sont au-dessus de 8, ça, c'est nos meilleurs clients, c'est ceux qui vraiment adorent la plateforme, et peut-être que ceux-là, je sais pas, il va y avoir un usage qui est justement d'analyser pourquoi ils adorent autant la plateforme, par quel step ils sont passés, pour se dire peut-être que tiens, en fait, ils aiment aussi la plateforme parce qu'ils ont compris pourquoi elle était bien, et on va essayer du coup de pousser les autres dans la même direction. Est-ce que à l'inverse, comme tu dis, ceux qui sont en dessous de n'importe quoi de 2, c'est ceux qui vont churner, donc là c'est plutôt un usage côté marketing. Enfin, tu peux nous dire un peu aujourd'hui comment vous pensez utiliser ce score de manière concrète? Les exemples que tu mentionnes font en effet partie des points qu'on a soulevés et sur lesquels on compte agir. Comme je le disais en intro, c'est un projet assez nouveau, donc on est dans la première phase de rollout de celle-ci, et on commence à lancer des premières initiatives autour de ce score. Mais c'est exactement ça. Ça va être, d'un point de vue global, comprendre un peu ce qu'on pourrait appeler le product market fit en interne, et s'assurer que nos utilisateurs tirent de la valeur et sont attachés au produit. Et ça nous permet de nous inspirer, par exemple, des top performers, de comprendre quelles équipes, de ce point de vue-là, ont réussi avec Dashlane, sont un succès, pour qu'on essaie d'analyser qu'est-ce qui les différencie des autres, pour ensuite pouvoir répliquer ça sur d'autres clients et faire un peu grossir notre base d'utilisateurs qui en tirent un maximum de profit. Et ça débloque aussi des opportunités côté customer success pour identifier des clients qui sont à risque de churn, anticiper en fait des situations où on va avoir des discussions difficiles avec eux sur le renewal, pour informer directement nos membres de l'équipe customer success sur, voilà, parmi ton portefeuille client, ceux-là sont adressés avec une priorité forte par rapport à leur probabilité de churn. Ceux-ci, au contraire, sont hyper engagés et on sait qu'il y a un peu de place pour de l'expansion, donc engage une discussion aussi sur peut-être leur proposer un pack un peu plus complet pour qu'on ait une couverture plus globale de tous leurs employés. Voilà, ce genre d'initiatives qui pourraient nous aider. Et puis côté CRM, on peut aussi réfléchir à des campagnes qui seraient basées sur ce score et qui nous permettraient d'avoir une approche un peu plus personnalisée dans la manière dont on communique avec nos clients, suivant le succès qu'ils ont déjà pu avoir, ou être capable de mieux les accompagner vers ce succès, justement. Ouais, c'est très intéressant. J'ai l'impression qu'au-delà de remplacer le NPS, comme tu l'évoquais au départ, c'est presque un score qui pourrait remplacer le KPI très commun dans les boîtes de tech, qu'on appelle l'utilisateur actif, qui est souvent un peu la North Star Metrics des boîtes de tech américaines. On appelle la North Star Metrics, c'est un peu un courant qui vient de la Silicon Valley, qui préconise d'identifier un KPI qui doit être le KPI le plus important de l'entreprise, vers lequel tout le monde se tourne, et en gros tous les objectifs de chaque personne, de chaque équipe devraient concourir d'une manière ou d'une autre à ce KPI. Ça permet d'aligner toute l'organisation sur un objectif commun. Et aux États-Unis, on voit Facebook, par exemple, c'était le nombre d'utilisateurs actifs, je crois, au début par mois, puis par jour, etc. Donc c'est souvent autour de l'usage actif de la plateforme. Et c'est vrai que presque on pourrait imaginer que finalement, vous,
vous pourriez aussi le voir comme ça et se dire, le nombre de personnes qui sont au-dessus de 8, c'est le nombre d'utilisateurs actifs qu'on a. Et notre objectif commun, ça doit être d'en avoir le plus possible qui atteignent ce niveau, quoi. Ouais, Bref, tout à c'est fait. juste une petite aparté. Ouais, carrément. Et c'est vrai que ça nous, en complément du nombre d'utilisateurs actifs, ça nous permet d'être beaucoup plus fin dans comprendre comment est composée leur activité. Parce que être actif, ça veut un peu tout rien dire, et on peut du coup être capable de distinguer différents types d'utilisateurs et même de mieux comprendre ce qui marche pas, et nous aider à guider nos utilisateurs les moins successful vers cette phase de valeur que peut apporter le produit. Quel est le plus gros challenge que tu as rencontré chez Dashlane ces dernières années? Il y en a plusieurs qui me viennent en tête, mais celui, je pense, qui a eu le plus d'impact et qui a été le plus important, c'était de s'assurer qu'on était capable d'accompagner nos stakeholders dans cette collaboration autour de la data. Je pense que par rapport à la majorité des boîtes, on a quand même une chance chez Dashlane, c'est que la donnée fait vraiment partie intégrante de toutes les décisions de base. Et il y a vraiment ce mindset data-driven qui existe depuis le début, notamment du fait que ça soit une boîte assez tech depuis le départ. Donc il y a vraiment cette appétence à se rassurer par la donnée et comprendre de manière objective comment vont les choses. Ça a quand même besoin d'être maintenu, on va dire, cet intérêt pour la donnée, parce qu'il y a des situations qui peuvent parfois guider certains de nos stakeholders à s'en éloigner, notamment dans le contexte des A/B tests. C'est facile de se dire que au final, ça coûte un peu cher, entre guillemets, de faire un test parce que ça prend du temps d'implémentation, il va falloir analyser, laisser l'expérience test pendant un petit moment avant de pouvoir l'analyser. Nous, on a vraiment un rôle d'éducation autour de, plus globalement, l'importance de se rassurer avec la donnée, d'avoir un input un peu plus objectif au-delà d'une intuition que peut avoir un PM sur « je suis certain que ceci va fonctionner ». Et notre rôle, c'est de parfois montrer la dure réalité de ce qu'on peut obtenir d'un travail d'une équipe qui était persuadée qu'elle serait bénéfique, mais qu'au final, les chiffres en montrent l'inverse. Et du coup, c'est là où on a vraiment un rôle d'éducation et d'accompagnement sur les best practices de comment prendre des décisions, quelles sont les meilleures manières de driver la stratégie à partir de la data. Au-delà de ça, c'est aussi s'assurer que nos utilisateurs sont capables, nos stakeholders sont capables de profiter au mieux des outils qu'on leur met à disposition. Et on a vraiment cette volonté au maximum de se diriger vers un monde un peu plus self-service en interne, où à partir de cette appétence qu'on crée, de cette envie de nos stakeholders à utiliser la donnée, de le rendre le plus fluide possible et le plus accessible pour pas que notre équipe soit un simple bottleneck par qui il faut passer pour avoir quelconque information. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi important de construire, par exemple, une analyse ou un dashboard qui est accessible à n'importe qui, que de les accompagner dans la compréhension un peu plus précise et dans l'utilisation de cet outil. Sinon, si on envoie juste un lien vers un dashboard, ça va pas avoir autant d'impact que si on prend juste un petit 15 minutes pour leur faire une démo, leur montrer comment s'en servir et vraiment les rendre au maximum autonomes autour de ça. Ce qui, à la fin, vise à aussi, de notre côté, nous libérer du temps côté analytics pour qu'on puisse se concentrer sur des tâches plus impactantes et un peu plus de fond autour de la stratégie plutôt que de faire quotidiennement des reports pour nos stakeholders. C'est hyper intéressant ce point que tu touches du doigt là sur le fait d'accorder autant d'importance finalement à la présentation, la démo du tableau de bord que tu mets à disposition. Moi, je dirais même presque à la formation de manière générale à l'usage de ce tableau de bord. Mais j'ai l'impression que ça va aussi plus loin parce que c'est vrai que moi, c'est un problème que je rencontrais souvent, notamment dans des grosses boîtes lorsque j'étais encore chez Artefact. C'est qu'effectivement, on avait tendance à se dire, tiens, on va faire des dashboards, on va donner des dashboards à tout le monde et c'est bon, on sera data-driven et il n'y aura plus de problème. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que le problème, c'était pas tellement d'avoir les dashboards, mais c'était plutôt de réussir à développer chez les gens un sens analytique, en fait. Et en fait, être analyste, c'est beaucoup plus dur et entre guillemets pas plus important, mais là dans la démarche globale d'être data-driven, plus important que d'avoir un tableau de bord. Donc, vaut mieux commencer par essayer d'entraîner les gens à être analystes et continuer en revanche à leur livrer des Excel, mais qu'en revanche voilà ils soient capables de faire des tableaux croisés dynamiques, de prendre des décisions sur la base de la donnée, de comprendre le fonctionnement d'un A/B test, de comprendre le fonctionnement d'une analyse qui est biaisée ou pas, que finalement, vouloir à tout prix leur mettre un tableau de bord très industrialisé, sans passer de temps en revanche à les accompagner effectivement, à les former là-dessus, et où à la fin, ça fait souvent en fait des tableaux de bord qui servent à rien, quoi. Alors, après, je pense que chez Dashlane, comme tu dis, il y a un mindset quand même beaucoup plus tech, donc
Je pense que c'est pas forcément la même problématique, mais c'est intéressant. C'est ça. C'est un état d'esprit, en fait. Il faut être capable de leur faire comprendre ce dont on a besoin, nous, et comment on peut les aider pour que cette collaboration d'équipe soit la plus efficace. Ok, donc je suis curieux du coup, toi, si on doit résumer un petit peu les quelques bonnes pratiques à initier dans une entreprise justement pour maintenir ce mindset, tu peux nous les résumer? Bien sûr. Globalement, moi je pense que la meilleure manière d'impliquer ces stakeholders, c'est de commencer par les convaincre de l'intérêt qu'ils ont à nous écouter et à nous mettre dans la boucle le plus tôt possible. On en parlait au tout début, ça a vraiment un énorme impact et ça fait une énorme différence de faire partie intégrante des initiatives et d'être au courant des besoins concrets et des finalités visées, plutôt que d'être juste appelé quand il faut sortir un chiffre et on est renvoyé sur la touche une fois que c'est fait. Et du coup, ça passe par juste montrer la valeur que peut avoir la donnée. Et suivant l'équipe ou le type de stakeholders, il y a différentes manières de l'approcher. Ce qui marche le plus, c'est d'essayer parfois, pour quelqu'un qui est pas forcément très data fluent, c'est de passer par une petite phase d'éducation pour montrer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, pourquoi on fait telle ou telle chose. On a parfois tendance, au sein d'une équipe analytics, à prendre pour acquis pas mal de choses qui font partie de notre quotidien, mais qui sont pas forcément évidentes pour tous. C'est normal, c'est une spécialité. Il y a cette petite phase d'éducation et après identifier peut-être ce que j'appellerais des quick wins, donc des projets qui vont attiser un peu une curiosité, une appétence de la part des stakeholders à en avoir envie de plus. Et on les rend un peu addicts à la donnée en leur montrant, voilà, avec cette info, j'ai pu driver tel impact et cette décision, tu l'aurais pas prise si on n'avait pas pu ensemble découvrir cela. Donc, c'est quelque chose de très itératif qui se fait pas du jour au lendemain, qui peut prendre plus ou moins de temps suivant l'équipe ou les personnes, mais qui est un investissement nécessaire. Et puis après, au-delà de ça, je le répète, mais donner un simple chiffre, c'est pas très utile. Faut aussi garder en tête que dans la majorité des cas, l'analyste est juste une interface parmi d'autres pour un stakeholder décisionnaire qui a des inputs de plusieurs équipes, de plusieurs types de profils. Et donc, de notre côté, en tout cas, on a remarqué que ça a été énormément efficace de faire parfois un effort supplémentaire pour packager une recommandation en allant au-delà d'une simple recommandation et d'une décision pour que la chose soit la plus actionnable possible pour le stakeholder et lui faciliter le travail de passer de la proposition à la concrétisation de l'initiative. Et ce qui veut dire que parfois, on se permet, en tant qu'analyste, de sketcher un bref design sur Figma si ça prend 2 minutes, de juste visuellement représenter en fait ce qu'on est en train de recommander, qu'est-ce que ça pourrait représenter, et tout de suite ça devient très concret pour nos stakeholders qui sont plus à même de s'en servir et du coup d'agir sur la recommandation qu'on peut faire. Donc ça c'est quelque chose qui vraiment apporte beaucoup. Écoute Alexandre, on arrive sur les dernières questions. Ouais. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Je vais en donner 3 qui me passent par la tête. La première, c'est une communauté qui s'appelle Locally Optimistic, qui a du coup un blog assez bien fourni d'articles intéressants, mais en plus un Slack très riche en termes de collaboration. Ça, c'est sur la partie un peu plus communauté. En termes de blog et d'articles autour de la data et même du produit en général, j'aime beaucoup ce que sort Reforge, qui est une plateforme de formation et qui en plus fait profiter un peu largement les connaissances et les informations précieuses qu'ils ont en interne. Donc reforge.com. Et sinon, une newsletter que j'aime beaucoup, qui a été en pause pendant quelques mois, mais qui a un peu repris de l'activité, qui s'appelle Holistics, et donc qui a en fait une boîte, il me semble à Singapour, qui fournit un outil de data, mais qui en plus partage beaucoup de best practices et fait vraiment un bon tour d'horizon des outils, et des tendances, des recommandations sur le monde de la data en général, que ce soit plus sur la partie engineering ou analytics. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses auxquelles je penserais, en plus bien sûr du MDN qui nous a fait nous rencontrer et qui est bien sûr une belle communauté en France. Ouais, effectivement, Locally Optimistic, on en a déjà parlé, okay. Ça plaît beaucoup, mais les 2 autres, je connaissais pas, donc je vais découvrir ça. Cool. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Personnellement, parce que j'apprécie par-dessus tout, c'est la capacité qu'on a à interagir avec beaucoup de profils différents au sein d'une entreprise, et on a vraiment un rôle central qui nous permet d'avoir une compréhension très holistique de ce qui se passe dans la boîte et plein d'opportunités d'interagir à différents niveaux et à différents domaines de la vie d'une boîte ou d'un produit, avec un fort impact. Si on fait les choses bien, on peut vraiment aider à la décision et concrètement palper en fait le fruit du travail investi. Et c'est comme ça que je le résumerais. C'est vraiment l'interaction assez vaste et puis
la possibilité de toujours ancrer dans la réalité, essayer de fournir et faciliter les décisions. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Personnellement, moi, je pense que j'ai pas mal profité du fait que je partais d'un socle technique assez fort avec une formation engineering côté data, ce qui m'a facilité pas mal le début de ma carrière, on va dire, où j'avais pas de problématiques et j'avais une aisance, on va dire, technique sur les outils et sur la data. Et après, ce qui m'a, je pense, le plus aidé, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du bac à sable chez Criteo, c'est d'être entouré de profils qui sont excellents dans leur domaine et d'être vraiment challengé au quotidien par l'équipe et par nos stakeholders à faire le mieux. Mais ce que je considère le plus important aujourd'hui en tant que manager, c'est de rester proche du terrain et un peu les mains dans le cambouis quand il faut pour aussi bien comprendre un peu les problématiques de l'équipe, mais surtout aussi avoir une certaine légitimité auprès de celle-ci et être crédible dans leurs recommandations. Et c'est toujours, en tout cas moi, ce que j'ai personnellement préféré, c'est d'être encadré par un leader, un manager qui savait de quoi il parlait, qui était là aussi parce que il pouvait mettre la main à la pâte s'il y avait besoin. Je pense que c'est un peu les trois éléments qui m'ont permis de réussir jusqu'à présent. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je réfléchis si on m'a donné un de ces conseils, mais en tout cas, moi, si aujourd'hui je devais donner un conseil, j'en penserais à quelques-uns. Je peux les citer si tu veux. On peut rentrer un peu plus dans le détail. Mais le premier, c'est, je vais y aller rapide parce que j'en ai parlé déjà, mais c'est de vraiment se voir en tant qu'analyste comme étant plus qu'un simple data pooler et de prendre conscience que la valeur qu'on peut avoir, c'est en ayant un impact fort via une collaboration plus poussée et ce rôle de collaborateur stratégique qui doit être important en aidant nos stakeholders à profiter de la connaissance assez vaste et précieuse et même unique, je dirais, qu'on peut avoir sur comment fonctionne le business, qu'est-ce qu'il y a dans le produit, qu'est-ce qu'on a comme information à disposition. Et peut-être aussi dire que dans le métier d'analyste et de la data en général, au final, la partie analyse est très technique, ça fait pas plus de la moitié du boulot. Et que le reste, c'est surtout la communication, l'évangélisation, convaincre nos stakeholders, c'est presque aussi important que d'être capable de faire une bonne analyse. Donc surtout, pas hésiter à y consacrer du temps parce que c'est peut-être même le plus important. Parce qu'une très bonne analyse qui reste sur une page Confluence ou ça sert à rien. Par contre, une bonne analyse qui est bien communiquée, qui est partagée aux bonnes personnes au bon moment, ça peut avoir un réel impact. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu nous raconter ton parcours et un peu ton retour d'expérience sur le podcast. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir de discuter de tout ça. À bientôt. Merci. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.